se rend compte qu'il y a la grande histoire et puis il y a plein de petites histoires. Et puis je vous encourage, tel que Ded Qassem, parce que Ded a Raleigh, qui m'a contacté. Alors, on va encore me taxer de faire du régionalisme, c'est pas grave, parce que de toute façon, la porte est ouverte à tous, puisqu'on sait très bien que. Mais bon, il se trouve que j'ai grand honneur et beaucoup d'émotion à accueillir aujourd'hui via Zoom quelqu'un qui est originaire de la région de ma maman, Fort National, la Vanessa Sereten, et qui m'a sollicité. Hein, c'est la réalité, on ne va pas se raconter l'histoire en me disant voilà, je voudrais votre avis sur, et j'étais très honorée et très flattée, je voudrais votre avis sur le dernier livre que je viens de publier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à discuter d'un livre qui s'appelle Mémoire réelle en dents de scie. Et je vous propose effectivement d'accueillir en distanciel Qassem Madani. D'ailleurs, Qassem Madani, c'est pas ton nom de baptême, tiens, parce qu'on en était à parler des noms de baptême. Absolument. Qassem Madani, en fait, c'est mon nom d'auteur. Oui. Alors, comment il est venu? C'est que quand je travaillais, actuellement, je suis en retraite, mais quand je bossais, en fait, évidemment, mon nom, c'est Belkacem Ziane. Et puis, pour séparer un petit peu mon métier, parce que je suis physicien de formation et de métier, avant de prendre ma retraite, et pour séparer un peu les choses, mon travail scientifique de mon travail de chroniqueur sur le Matin d'Algérie, j'ai voulu séparer ça, donc j'ai inventé un petit peu ce nom. Et puis, au fil du temps, il me colle à la peau. Voilà. Donc, à chaque fois que j'écris quelque chose d'une chronique ou autre chose comme ça, ce livre, je le publie sous le nom de Qassem Madani. Mais dans la biographie, je dis bien que je m'appelle Belkacem Ziane en réalité. Tu n'en es pas à ton premier livre, mais celui-ci, effectivement, que tu as eu la gentillesse de partager, qui est paru il y a quelques mois, c'est ça, en France? Pour la petite histoire, j'ai envoyé une cinquantaine d'exemplaires pour les distribuer dans mon village natal à tous les bacheliers. Bravo. Donc voilà, je les ai offerts comme ça, c'est pas en signe, voilà, d'encouragement pour ces jeunes et pour les encourager à lire. On passe du rire aux larmes dans ton livre avec un tendre et émouvant hommage à ta maman. En fait, on a envie de rendre hommage à toutes nos mamans. Chez nous, toute l'éducation à laquelle on est rattaché, c'est les mamans, c'est les femmes, hein, surtout nous qui sommes nés pendant la guerre. Les hommes, ils étaient quasiment absents tout le temps. Hein. Ils allaient travailler à Tizi Ouzou, à Alger. Et là, quand on était là, les enfants, ils étaient pris en charge par les mamans et les grandes mamans, hein, les grands-mères. Donc, les deux références que j'ai, absolument, c'est ma grand-mère et ma mère. D'ailleurs, tu racontes une anecdote très croustillante. Ouais, ma maman, en fait, je sais pas, j'étais malade. Elle m'a emmené de bon matin pour que personne ne me voie. Parce que j'étais très petit, je devais avoir. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce que je m'en souviens de cette affaire-là. On a dû te la raconter. 3-4 ans, hein, en fait. Et elle m'a emmené de bon matin dans un petit bassin sain. Ouais, elle dit c'était un bassin où les eaux, c'est des eaux saintes. Elle me plongeait dedans de bon matin, c'était glacial. Et j'en suis sorti grelottant et arrivé à la maison, j'avais une fièvre comme pas possible. Logique. Ouais. Par contre, ma grand-mère, c'est une autre anecdote. En fait, quand j'étais petit, j'avais des céphalées terribles. J'avais des maux de tête. Et une fois, elle m'a dit, écoute, on habitait à Alger à ce moment-là. Elle m'a dit, écoute, je vais te les enlever, je t'emmène au bled avec moi. Et je suis parti avec elle. Et je ne sais pas, avec des formules, elle avait immolé un pigeon. Elle avait un pigeon domestique. Hein, qui n'avait rien demandé en plus. Ah, ouais. Elle m'a mis tout ça autour du crâne et puis avec des formules simples dont je ne me souviens pas. Au bout d'un quart d'heure, ma tête, elle allait exploser, c'est vrai. Aussi, là aussi, en fait, je croyais passer de vis à trépas, en fait, 2 fois, c'est vrai. Mais finalement, ça m'a guéri de mes céphalées. Aussi incroyable, aussi improbable que cela puisse paraître, ma grand-mère m'a guéri. Tu es né quelques années avant le déclenchement de la guerre d'indépendance et tu es rattrapé par une histoire familiale qui est celle qui a frappé beaucoup de gens de notre génération, de ta génération, un papa absent, parti à l'étranger. Mon père, il était membre de l'ESO-FLN, l'organisation clandestine du FLN en France. Il avait lutté, il a été emprisonné, il faisait même partie d'une liste de condamnés à mort
ceux qui ont été graciés par De Gaulle. Donc, de Nancy, il a fait la prison en France, de la prison à El Harrach en Algérie, à Brouaguia, pendant des années. Donc, on ne le voyait pas. Heureusement que, bon, à l'approche de la fin de la guerre, il y avait un petit peu, ils avaient laissé un petit peu de l'Est, et donc ils sortaient en permission. Il venait de temps en temps à la maison. C'est là qu'on le découvrait, quoi. À 7-8 ans, quand vraiment je découvrais qui était mon père, quoi. Autrement, avant, il était tout le temps absent. Il t'emmène un jour magique, il t'emmène en France. Un jour magique, évidemment, Enfin, je ne oui. sais pas, magique, si, quelque part, ça Oui, va forcément expliquer ou bouleverser ta destinée, ton destin, parce que tu n'es pas le seul dans la fratrie. Comment oui. le choix s'opère sur toi et pas sur un autre de Ah tes… oui, c'est un petit peu étonnant parce que à ce jour, je ne comprends pas pourquoi mon père avait jeté son dévolu sur moi plutôt que sur mon frère aîné, hein. Je ne comprendrai jamais, quoi. C'est comme si moi, je ne me vois pas faire la même chose avec mes enfants. Je ne fais aucune différence. Mais peut-être que mon père avait décelé en moi une espèce de soif, une espèce de curiosité. Dès le départ, et donc il a voulu exploiter ça. Évidemment, pour moi, bon, bah, ça tombait bien. Donc, enfin, juste à la fin de la guerre, hein, en novembre, octobre-novembre 1962, pardon, donc j'étais venu en France ici le rejoindre dans son bar d'abord, avant qu'il ne me mette dans une famille d'accueil pendant 18 mois. Quand on lit l'histoire, c'est vrai qu'on s'interroge un peu en disant, mais non, mais presque du Zola dans le texte. Et en fait, non, c'est la réalité de ce papa qui te fait venir, alors que à l'époque, c'est le vécu de mon propre père aussi, Ouais. l'immigration kabyle dans l'est de la France, puisque c'est le cas pour mon papa aussi. Puis, je ne vais pas trahir de secret en disant que on a découvert à la lecture de ce livre que nos pères se connaissaient bien et se côtoyaient, étaient amis. Mais c'est effectivement cette histoire qui n'arrivera plus jamais, cette histoire de cette vague d'immigration avec des hommes qui partent souvent seuls, loin de leur famille et qui se sacrifient pour aller effectivement travailler, trouver du travail là où ils se présentent. Et tu évoquais effectivement ce papa absent avec ton papa n'échappe pas à la règle. Il a refait sa vie en France. Il a refait sa vie en France, puisque le jour même où je suis arrivé à Nancy, il m'emmène dans une clinique. Je ne savais pas où on allait. Il m'emmène dans une clinique pour me présenter une dame qui était dans un lit avec un bébé. Et il me dit, voilà, c'est ton demi-frère. Moi, je tombais des nues, quoi. Je ne m'y attendais vraiment pas, quoi. Et ça a été quand même un petit choc, d'autant plus que, bon, j'avais tout de suite pensé à ma petite maman. Je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais bon, évidemment, par la suite, bon, c'était un petit peu la dame en question. Enfin, elle était jeune à l'époque. Elle était tellement agréable, tellement gentille avec moi. J'avais fini par m'attacher à elle, Oui. hein. Ça, Elle fait preuve de beaucoup de bienveillance. Enfin, elle te prend quitte à s'organiser pour te consacrer du temps. elle s'occupait de moi comme son propre fils. Et puis, comme ils avaient vu que l'atmosphère du bar que tenait mon père avec les émigrés, en fait, qui passaient leur temps à boire de la bière, surtout le week-end, ils voyaient que l'atmosphère n'était pas propice pour un garçon encore comme un jeune adolescent comme moi. Donc, Christiane et mon père avaient décidé de m'envoyer d'abord pour quelques jours aux vacances de Pâques pour aller disons, me changer les idées. Aéré, exactement. Voilà, chez la famille à Christiane, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Le séjour qui devait durer uniquement 15 jours s'est transformé en un séjour de 18 mois, puisque les grands-parents à Christiane me trouvaient tellement gentil, tellement sage, opposé justement à leurs autres petits-enfants, qu'ils avaient décidé de me garder. Ils étaient prêts à m'adopter. D'ailleurs, quand je suis parti au bled, hein, je suis rentré donc en 64, août 64, la grand-mère, elle était dévastée, hein, parce qu'elle s'était vraiment attachée à moi, hein. Mon Kassem, reste avec moi, reste, je t'adopte comme mon petit-fils. Et voilà, quoi. Ça a été vraiment une période assez émotionnelle, Oui. quoi. Et on rappelle le contexte, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Tu sens, toi, parce que tu es adolescent, tu te sens déchiré entre les deux pays, finalement, qui sont les tiens, la France et l'Algérie.
Absolument, ah oui, c'est un sacré déchirement, hein. Et encore, en fait, quand je suis rentré en Algérie, quand même, à l'époque, les années 60, bah, l'Algérie, Alger surtout, hein, Alger n'avait pas beaucoup de différence avec, il n'y avait pas vraiment de grosses différences avec ce que j'avais vécu Oui. ici, hein. Il y Mm. avait encore les relents, disons, les restes de la France, il faut le dire, hein. Les années 60, début des années 60, jusqu'à fin des années 60, Alger vibrait au rythme de la vie occidentale, hein. Donc, quand je suis retourné en Algérie, disons évidemment, j'étais parti un peu le corps gros d'avoir quitté Mémé, hein, je l'appelais Mémé, c'était une deuxième grand-mère, pas, enfin une troisième même. Mm. Mais bon, après, quand je suis rentré en Algérie, si tu veux, évidemment, un jeune, ça oublie très vite. Donc, j'ai repris un autre mode de vie, j'ai repris. Et puis, tu retrouvais ta maman, tes proches, l'endroit où tu t'avais vu naître. Ouais. Oui, voilà, j'ai retrouvé ma maman, mon frère. Ce qu'il y a d'extraordinaire, l'anecdote, oui, je la raconte d'ailleurs. Quand je suis rentré à Alger, j'avais complètement oublié le Kabyle, hein. Ah ouais, Tu c'est restes toi. en bien. Ouais, j'avais complètement perdu mon Kabyle. Mais bon, c'est vite revenu, hein, la mémoire passive, surtout pour un enfant. Bon, ça n'a pas tardé à revenir, 1 ou 2 mois, ça y est, c'était revenu, hein. Tu as rendu fier ton papa, entre autres, parce que tu es un brillant élève tout au long de ton parcours. Alors qu'après, tu as une réussite plus qu'honorable au niveau professionnel. On abordera peut-être les quelques embûches, même si tu les abordes régulièrement avec une certaine distance et un sourire. On retrouve dans ton personnage qui est ton histoire beaucoup de force de caractère de ces jeunes garçons qu'on emmenait loin de leur famille, mais qui n'avaient pas d'autre choix que de s'en sortir par les études. Notre histoire, elle est assez particulière. Elle ressemble aussi à l'histoire de toute l'Algérie, puisque mon papa est décédé très tôt. J'avais à peine 7 ans. Accidentellement. Ouais, ouais. 7 ans, donc c'était en 66-67. Et là, quand mon père est mort, bon, ben, mon oncle, il a joué un rôle Le frère de néfaste. ton père, hein, on parle, c'est du frère Oui, de ton oui, père. Hein. le frère de mon père, il nous a carrément déshérités. Il s'est jeté sur les avoirs de mon père, tel un rapace, honnêtement, sans état d'âme. Et donc, mes enseignants, ils ont eu vent de l'affaire. Ils m'ont dit, écoute, de toute façon, toi, tu vas t'en sortir. Accroche-toi bien, continue, tu es un bon élève. Donc, ne compte plus sur rien, sur personne. Et évidemment, j'ai suivi leurs conseils, hein. C'est essentiellement mon professeur de mathématiques, c'est lui qui m'a vraiment boosté, qui m'a donné du tonus et m'a donné le moral qu'il fallait pour avancer et bon, bah, essayer de faire le deuil et avancer bon an, mal an tout seul, quoi. Avec, comme toujours, je disais, l'appui de ma mère derrière et ma grand-mère, les deux femmes toujours présentes. Mais on sent au fur et à mesure de l'avancée de la narration de ton histoire que tu tacles quand même quelques situations. Par exemple, ta maman qui se présente au tribunal plaider sa cause et malheureusement, elle ne parle pas l'arabe. Eh ouais, on a Ça eu a commencé déjà là. Mm. Oui, ça, enfin, ça c'était plus tard. En fait, Oui, quand j'avais terminé mes oui. études, j'avais décidé bon, ben, d'entreprendre une action en justice contre mon oncle, quoi. Essayer de récupérer un peu au moins Oui, le récupérer. oui. Et Ton père avait des biens en plus, il avait un hôtel à ouais, Alger, c'est ça. Enfin, j'avais- vous n'étiez pas à la rue. ah, Dans l'absolu, vous n'auriez pas dû vous retrouver dans la misère matérielle dans laquelle vous retrouvez ta maman. Mm. on n'aurait pas dû, mais c'est pour ça que notre histoire, elle ressemble un peu à celle de l'Algérie. Ce n'est pas ceux qui ont combattu qui se sont retrouvés au Rennes, c'est ceux qui étaient, bon, bah, Oui, en seconde ligne, en arrière-plan. Oui, oui, en tout à fait. arrière. Mm. Exactement, c'est Ouais. exactement ce qui nous est arrivé. Et Mm. pour ma maman, effectivement, quand on a débarqué au palais de justice, on est parti donc nous entretenir avec Madame la juge. Et puis je traduisais à ma mère, elle lui disait وعلاش ما تكلمش العربية? Pourquoi tu ne parles pas arabe?
Je lui dis, madame, elle est kabyle, elle ne peut pas. Ouais, mais elle lui dit, il faut que tu apprennes. Et là, c'était quand même un peu scandaleux, quoi, cette façon de diminuer les gens du terroir. Et malheureusement, ça se perpétue encore, hein. Oui. La plupart des tribunaux en Algérie, c'est en arabe classique, voilà, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Bon, on n'était pas là pour parler de politique, malheureusement, les choses sont liées, quoi. Ta mère a une place importante dans ton histoire parce que elle va faire partie de tes préoccupations. Tu prends la responsabilité, même t'exilant pour mettre à l'abri ta propre famille et évoluer professionnellement. Ta mère va rester au centre de tes préoccupations. Et puis, je lui avais fait la promesse à la mort de mon père. Je lui ai dit, ma mère, je n'abandonnerai jamais, quoi. J'étais petit, j'avais à peine 16 ans. Je lui ai dit ça. Mais quand j'étais parti, les gens lui disaient, oh là là, quel malheur maintenant, même c'est ton fils qui s'en va. Elle leur a dit, non, 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 mon fils, c'est pas grave, il s'en va, mais il a emmené sa femme et ses enfants, il a emmené sa petite famille, donc il n'y a aucun problème pour moi. Elle a été vraiment très, voilà, de façon très naturelle, parce que elle savait que je n'allais pas faire subir à ma femme et à mes enfants le sort que nous, on avait traversé, Okay. quoi. À l'origine, tu t'étais pas du tout destiné à quitter l'Algérie. Moi, je croyais que nous allions servir, ma génération allait servir de courroie de transmission pour les générations futures. Donc, tout naïvement, je suis rentré des États-Unis prêt à relever les défis qu'il fallait relever. D'ailleurs, j'ai enseigné toute la décennie 80, j'ai enseigné à l'université de Babzoua, hein, l'USTHB. Et donc, ma femme enseignait aux séries, hein, à côté dans l'école d'informatique, hein, qui se trouve à peine à 3 kilomètres de Babzoual. Et on habitait Babzoual même. Donc, que demander? On voulait rien de plus que continuer à servir le pays. J'ai fait mon service militaire de 2 années. Donc, 2 années perdues. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'était pas grave. Mais le problème s'est posé quand mon fils est arrivé un jour en pleurs de l'école. Hein, il était au CM2, hein, donc à la fin du cycle de ce qu'on appelle l'école fondamentale. Il était en pleurs et sa maman lui demande pourquoi. Il lui a dit bah, parce que voilà, de premier, je me suis retrouvé dernier. Et comment se fait-il? Il dit bah, parce que notre maîtresse nous a posé la question de savoir si votre papa fait la prière. Et il dit tout le monde a répondu oui, sauf moi. Alors que moi, à cette époque, j'étais bouleversé. J'en avais même versé quelques larmes. Honnêtement, j'étais vraiment bouleversé. Je me suis Surtout dit, qu'on comment... manipule pas un enfant comme ça, bien sûr. Oui, mais bon, le problème, c'est ça. Le drame de l'Algérie vient de là. On manipule les enfants. Et un enfant avec son cerveau vierge, il est facile de le doper par n'importe quoi, hein. Donc, mon fils avait à peine 8 9 ans. Ça y est, c'était terminé. J'avais beau essayer de le récupérer, c'était pas possible. Et d'ailleurs, toujours parlant de lui, même en arrivant ici, c'était pas de débarrasser encore de ce schéma. Il a fallu prendre, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour qu'il se débarrasse complètement de ce schéma religieux qu'on lui a inculqué à l'enfance, hein. C'est très, très difficile et c'est très long, hein. Mais bon, maintenant, il est aussi athée que son papa, donc je suis content. Tu auras passé le plus clair de ton temps en France, mais c'est pas parce que tu t'es éloigné de l'Algérie et de certaines tracasseries administratives, on va dire, que tout est réglé en France. Rien ne m'a été servi sur un plateau d'argent, hein. Déjà, quand je suis arrivé en France, j'avais fait un contrat de coopération avec un laboratoire en Bretagne, à côté de Rennes, une école d'ingénieurs qui se trouve à Lannion. Et à la fin d'un stage, le dernier stage qui s'est fait en 90, juin, juillet 90, j'avais tellement bien travaillé que disons, le responsable du laboratoire m'avait proposé un poste d'1 an pour être ingénieur contractuel. Donc, j'ai discuté avec ma femme, elle m'a dit, bon, pourquoi pas, et le fils, parce que, bon, le fiston, il était évidemment comment dire, à l'école arabisée en Algérie, donc on allait carrément, mais ce qu'on a fait de bien, c'est qu'on a parlé à nos enfants français. Donc, il n'était pas dépaysé quand il est arrivé ici. Donc, il est rentré ici en CM2
Et il a traversé son CM2 haut la main et est même passé en sixième. Donc, quand le contrat arrivé à terme, on est rentré. Bon, j'étais content. Une année de scolarité en français pour mon fils. Et quand on arrive en Algérie, un mois et demi après, on me téléphone de l'école toujours pour me dire, écoute, on t'a trouvé un autre poste si tu veux revenir. Et ma femme était enceinte à l'époque, on se posait la question, ouh là là, accoucher loin de la famille, c'est un peu compliqué, etc., etc. Ben, on a réfléchi, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Donc, on est revenu. Un an encore. Au bout d'un an, j'avais soutenu une thèse, un doctorat. Et puis, donc, on devait rentrer. Voilà que le jour de ma thèse, il y a un responsable d'une boîte CNET, Centre national d'études en télécommunications, qui vient me voir. Il me dit, écoute, moi, je peux te trouver un boulot pour au moins 2 ans et demi si tu es prêt à rester. Oh là là! Je dis, écoute, je vais en discuter avec ma femme. Oui, parce que vous étiez prêt à rentrer. Oui, à chaque fois, on était prêt à rentrer. À chaque fois, on était prêt à rentrer. À chaque fois, on nous récupère. On nous dit non, vous ne rentrez pas, vous restez avec nous. Donc, de contrat en contrat, on a survécu comme ça sur des contrats à durée déterminée pendant 8 ans, jusqu'en 98. Et ce n'est qu'en 99, après avoir évidemment soutenu ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, qui me permettait de postuler sur un poste de professeur des universités. En 99, j'ai eu un poste de professeur et là, c'était terminé, les tracas étaient terminés, donc on a repris une vie normale et bon, bah, les gosses ont continué leur scolarité sans problème. Et bon, donc les choses sont rentrées dans l'ordre, disons. Oui, tu es gentil parce que on survole l'histoire, parce que l'idée c'est Oui. de lire effectivement ton livre mémoire en dents de scie, mais c'est vrai que entre le fait d'être constamment ballotté entre ici et là-bas, on ne vous a pas, parce que là ta famille est impliquée, impactée aussi, on ne vous a pas forcément toujours déroulé le tapis rouge et souvent tu évoques dans les difficultés auxquelles tu as été confronté réellement un sujet qui est toujours d'actualité, c'est ce fameux plafond de verre aussi. J'ai été confronté à pas mal de petits problèmes, surtout dans les frontières. En fait, le passeport vert, le passeport algérien, quand on traverse les frontières, surtout quand on part de France vers un autre pays, à l'époque, les années 90, il fallait un visa, mais ça ne suffisait pas. Dès qu'à la douane, on voyait le passeport vert, on était suspect. Surtout dans mon cas, quand on me posait la question de savoir ce que je faisais, et je répondais, je suis un scientifique, il ricanait carrément, quoi. Comment rien avec son passeport vert qui vit en France, c'est un scientifique, c'est louche. Il est venu pour faire du trafic. Oui, et ça va te poursuivre. Tu n'as pas ta langue dans ta poche quand tu dénonces certaines aberrations administratives et sans entrer dans les détails, effectivement, et sans nommer forcément la banque concernée pour ne pas leur faire de publicité, tu évoques le fait que tu continues, même à distance, de t'occuper de ta maman et que tu fais valoir ses droits à une pension, c'est ça? Disons, elle a bénéficié, quand elle a eu 60 ans, on a réussi à trouver des papiers. Donc, elle avait bénéficié d'une retraite de réversion. Donc, elle perçoit. Donc, ici, j'avais réussi à lui ouvrir un compte ici. Donc, bon, ben voilà, comme tout Algérien qui se respecte, on n'envoie pas ça par la poste. Donc, on combine, on essaie de se débrouiller comme on peut, quoi. Donc, tout se passait très bien. Jusqu'à récemment, il y avait des règles un peu qui ont changé. Donc, la banque a mis vraiment des bâtons dans les roues pour que je puisse récupérer l'argent. Et ils avaient même exigé à ce que ma mère se déplace. Se déplace, c'est une sacrée aberration. Je raconte ça dans les détails. Mais il faut le traverser pour y croire. C'est incroyable. Mais ce qui est génial, c'est qu'à aucun moment tu ne perds ton sang-froid. Là où d'autres n'auraient pas supporté le 10e de ce qu'on te fait subir, et c'est sans doute aussi pour préserver ta maman, tu ne t'épargnes pas des déplacements pour venir retirer des sommes, pas te plier à ce qu'on t'impose, mais en restant, en mettant les pieds dans le plat et en envoyant toutes ces administrations-là, même les services bancaires, en les renvoyant à leur aberration
dont elles seules sont capables. Oui, oui, mais bon, évidemment, je garde mon sang-froid oralement, mais dans l'écrit, je Mâche me pas lâche. tes mots. Je me suis lâché. Je leur avais fait des courriers, d'ailleurs que j'ai inclus dans le livre pour bien mettre en relief donc le gros de l'affaire, quoi. C'est évidemment, je garde mon sang-froid sur place, mais après, ça bout dans la tête et heureusement que j'ai ma plume pour me libérer. J'imagine que quelqu'un d'analphabète, par exemple, ben, il se laisserait faire. Comment voulez-vous, comment veux-tu qu'il réagisse? Il n'a pas d'autre moyen. Moi, j'ai la chance, évidemment, de pouvoir, ben, justement, de pouvoir m'exprimer par écrit. Donc, c'est comme ça que j'ai combattu. C'est comme ça que je me suis battu par écrit. Tu n'as jamais rien lâché. Non, j'ai jamais rien lâché jusqu'à obtenir gain de cause. Ah, ça, évidemment, on a eu gain de cause. Finalement, ma mère, elle a reçu, elle a ouvert un compte en devise à la Poste. Et là, sa retraite de reversion est là-bas. En fait, la banque jouait à la police. Il m'exigeait un certificat de vie une fois tous les 2, 3 mois. Donc, c'était un peu la tête du client quand même aussi. Parce que Quasiment à la tête du client. Je ne sais pas, je ne connais pas bah, d'ailleurs, enfin, dans le texte, je me pose des questions évidemment aussi. Hein, je n'ai pas compris. En fait, voilà, tout ce qui vient du Maghreb est suspect. Ma mère, quand l'affaire a commencé, elle allait sur ses 90 ans. Donc, pour eux, c'est louche quelque part qu'à 90 ans, elle soit encore en vie. Ça doit être un trafic de papier. Alors que ma mère, elle va sur ses 94 ans, elle est toujours en vie. Elle a l'âge de ma maman, c'est génial. Ouais. Ben, oui, ben, voilà quoi. On imposait ça, on voulait imposer à une dame, déjà, il suffit de connaître un petit peu les difficultés de déplacement à l'époque, et puis de faire déplacer une dame, même à l'époque de 80 ans, mais pour des aberrations, pour des inepties administratives, effectivement, tu as refusé de céder. Oui. Ah ben, j'ai refusé de céder parce que, bon, la banque en question, ils ont eu une succursale à Tizi Ouzou et ils voulaient que ma mère descende du bled, enfin de l'Albanie avec les virages que tu connais. Oui, Ma mère, elle supporte pas ces voyages-là. Et je l'avais ramenée une fois en 2013-2014. Ça a été très compliqué. Et depuis cet âge, je me suis refusé à la redescendre pour aller voir cette banque parce que bon, la banque d'ici ne fait confiance qu'à sa succursale pratiquement. Ah, voilà. Voilà l'aberration à laquelle j'étais confronté, quoi. C'est l'histoire en fait de ce petit garçon, elle est singulière et en même temps, comme je le disais tout à l'heure en début d'interview, on pourrait beaucoup se reconnaître dans ce parcours effectivement de vie. Pourquoi c'était important de raconter cette histoire maintenant? Si on m'avait dit il y a un an que bon, ben, on se retrouverait en train de parler de ce livre-là, j'aurais pas cru. En fait, la plupart, enfin, il y a de nombreuses disons, de nombreux chapitres ont déjà été publiés. Ma chance a déjà été publiée sur le Matin d'Algérie. Donc, je publie, donc, comme je le disais, dans le Matin d'Algérie depuis 2007, en fait. Hein, c'est Benchikou qui m'a mis en avant. C'est grâce à lui, en fait. Je ne savais pas que je pouvais écrire ce que j'écris. Et Benchikou, à l'époque, c'était lui qui gérait, c'était lui le directeur du Matin d'Algérie. Et donc, à l'époque, il nous laissait faire des commentaires sur ses productions à lui, sur ses chroniques. Donc, je faisais des commentaires et de temps en temps, je voyais mon commentaire monter en une. Il en faisait papier. Je me suis dit, alors, s'il met en une, je lui envoie directement mes commentaires en une et puis c'est tout. Et donc, ça a commencé comme ça. C'était quasiment pour moi, c'était un jeu. Et donc, au fur et à mesure que j'écrivais, je m'apercevais, les gens me disaient, mais tu écris bien. Moi je n'y croyais pas, en fait. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, bien évidemment, on s'habitue, on se perfectionne. Et donc, le Matin d'Algérie est devenu pour moi une espèce de refuge. À chaque fois que j'ai une petite colère,
je l'envoie au directeur, il l'a mis en ligne ou il la censure. Enfin, il ne m'a pas censuré souvent, hein. Quand je dépasse les bornes un petit peu, il me dit, ah, écoute, ça c'est un peu trop, tu Oui. tapes sur le pouvoir. Ou tu... Oui. Voilà, quoi. Oui. Mais le fait de t'exprimer ouvertement, t'a-t-il été préjudiciable? Est-ce que ça t'a porté, est-ce que tu t'es senti à un moment en danger ou pas sur ces dernières années? Non. Bah, écoute, moi, je ne suis pas rentré en Algérie depuis 2020. Là, maintenant, il faut que je fasse attention parce que là, je suis sorti du placard. Disons, avant, c'était Qasem Madani, personne ne savait qui c'était. Mais maintenant, depuis que j'ai publié le livre sur Aït Mengulet et les mémoires en dents de scie, il y a mon nom qui apparaît. Donc, on ne sait pas trop, hein. Pour l'instant, honnêtement, j'hésite à rentrer, hein. L'importance de transmettre, de garder cette mémoire ou de la partager, c'est aussi peut-être pour tes enfants, tes petits-enfants. Absolument. Les mémoires, en fait, je les ai écrites aussi ouais, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, afin qu'ils sachent d'où ils viennent, hein. J'ai trois petits-enfants, là, déjà. Bon, et les deux premiers, ils sont nés à New York. Et la petite dernière, elle est née ici. Donc, voilà. Et je voudrais bien que ce livre devienne un jour leur livre de chevet pour qu'ils sachent le parcours de leur grand-père, quoi. Ouais. Et Dancy, c'est parce que tu l'évoquais, c'est aussi un recueil dans lequel tu as collecté pas mal de textes, c'est Ouais, ça que tu avais écrit précédemment? pas mal de textes, hein. Le texte sur ma mère, le texte sur Johnny, le texte sur ma grand-mère, les textes sur les autorisations de sortie à l'époque de Boumediene, les textes sur les passeports. J'avais beaucoup de textes, en fait, hein, qui étaient Ouais. déjà faits. Le tout, c'était de rassembler tout ça et puis d'écrire quand même quelques bonnes feuilles introductives pour présenter tout ça. Donc, en fait, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Le temps que ça m'a pris, en fait, le plus gros de l'affaire, c'était disons, la partie introductive, les 40 premières pages où je reviens là, je l'ai écrit, ça n'a jamais été publié. Je me Ouais. suis réveillé un jour de bon matin, je prenais mon café, j'avais mon iPad et je commençais à taper mes souvenirs et puis c'est parti comme ça. Ça a coulé. L'inspiration est venue et c'est à continuer. Alors, c'est vrai que la porte qu'on voit derrière, là, que je mettrai en illustration, Ah ouais, ouais. tes petits-enfants ne la verront pas. Tu sais que moi, je l'ai connue, la porte Oui, d'Alger et de Michelet. On les a forcément connus tous les deux. ouais. Peut-être en conclusion provisoire de cet entretien, rappeler qu'effectivement, notre Algérie à nous, toutes les histoires sont belles. On participe tous à notre niveau à collecter ces souvenirs, ces témoignages, parce qu'on est dans une période de transition où cette histoire commune est en train de partir avec les témoins. C'est une manière Absolument. aussi, c'est une manière de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Et je vais forcément penser à ta maman que j'embrasse très fort. Ah ben, Smith, merci comment s'appelle-t-elle? pour le dire. J'espère qu'elle est la vidéo je gagne. Inch'Allah, c'est chiga. Et puis à ceux qui nous ont précédés, parce que comme je le disais tout à l'heure, et avec beaucoup d'émotion, j'ai pensé à nos papas, voilà, parti trop tôt, comme le tien, comme le mien. C'est bouleversant de trouver comme ça de retrouver des personnes qui ont connu nos papas dans une période qui n'était pas facile pour eux, la Ouais. période de la guerre d'indépendance dans l'Est de la France, tous les deux cafetiers, tous les deux quand même bien exposés et militants, hein, tous les deux, il faut le dire et Ouais, ouais, l'assumer. Oui. Pensez à ceux qui nous ont précédés, puis on est ouais. là, Pour pensez pour eux. transmettre un peu le message et transmettre pour que les gens des générations qui viennent sachent quelles difficultés on a traversées. On a traversé dans des périodes de vaches maigres, hein. Toute mon enfance, les 10 premières années de mon enfance à la ça a été très difficile, hein. Pendant la guerre, c'était vraiment difficile, d'autant que chez nous, c'était un poste avancé de l'armée française. Donc, on était carrément surveillés, chouche, me chouche, comme on dit chez nous. Donc, ça a été compliqué. J'en parle pas beaucoup, évidemment. Peut-être un jour, les souvenirs reviendront sur autre chose. J'en parlerai, mais bon. Si, il y a des textes qui sont sur le matin. Je peux t'envoyer des liens. Et il y a des trucs Je veux bien. sur la guerre. J'ai plein de témoignages sur la guerre. Je veux bien, je serais ravie de les lire. Et puis, vraiment te remercier
au nom de tout ce que tu représentes. Et puis, je le répète sans arrêt, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et tu participes par ton témoignage, par ta présence. Et malgré toutes les difficultés, parce qu'on les a survolées sans entrer dans les détails, bah, à rester droit. Voilà, je le dis toujours, Damazir, un homme droit, un homme fier. Absolument.